Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes le dimanche 25 juin 2017. Bienvenue dans ce journal. 1,3 milliard de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde. Partout, les villes cherchent des moyens de valoriser davantage les matières résiduelles plutôt que de les acheminer à l'enfouissement ou l'incinération. À Abidjan, comme dans toutes les grandes villes africaines, les pratiques en matière de gestion des déchets ne sont pas encore bien maîtrisées. La politique ivoirienne en matière d'élimination des déchets reste encore précaire, mais ce sera peut-être bientôt un mauvais souvenir. Comment? Pour en parler, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche François Lafortune. Il est expert en environnement, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke au Canada et justement, il partagera avec nous l'expérience canadienne en la matière. Bonjour, Monsieur Lafortune. Bonjour. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Je crois savoir que vous êtes là depuis seulement quelques heures. Oui, à peine une journée. La politique québécoise de gestion des matières résiduelles s'inscrit dans la volonté gouvernementale de bâtir une économie verte. Les quelques 13 millions de tonnes de matières résiduelles produites chaque année au Québec, au Canada, recèlent un potentiel indéniable à exploiter tant pour la fabrication de biens que pour la production d'énergie. Cette politique vise à créer une société sans gaspillage qui cherche à maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de ces matières résiduelles et son objectif fondamental est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. On regarde ce reportage. Des ordures jonchant les rues, des caniveaux bouchés, un dépotoir assailli par des ordures au quotidien. La décharge d'Akouedo reçoit entre 2000 et 2500 tonnes de déchets municipaux par jour et pourrait bénéficier de l'expérience des pays développés en matière de traitement de ces ordures. Une décharge qui a pour seul visiteur des éboueurs à la recherche de bouteilles en plastique. La gestion des déchets en Côte d'Ivoire demeure encore une préoccupation réelle pour l'État. En la matière, le Canada a une bonne expérience. Depuis plus d'une décennie, il s'est engagé dans une politique de maximisation, de valorisation de ces matières résiduelles. Sur le terrain, cela se manifeste par des investissements importants afin de rendre plus performants les centres de tri de matières recyclables, développer des technologies et des marchés, stimuler la récupération des matières résiduelles dans les industries, les commerces et les institutions. Pour le gouvernement canadien, une saine gestion des matières résiduelles, au-delà des nombreux avantages environnementaux, est une occasion d'enrichissement collectif. Et ce sont plus de 10 000 Québécois qui travaillent à récupérer, à trier, à réemployer, à recycler et à valoriser les matières qui autrement seraient destinées à l'élimination. Un exemple qui pourrait bien servir à la Côte d'Ivoire. Un exemple qui pourrait bien servir à la Côte d'Ivoire, Monsieur Lafortune. Bon, déjà, pourquoi matière résiduelle? On parle de moins en moins de déchets. Oui, le vocabulaire évolue avec le temps. Alors, au départ, on parlait de déchets, d'ordures, mais on a réalisé que ces matières comportaient une valeur qui pouvait être exploitée. Donc, on a changé le vocabulaire. Maintenant, on parle davantage de matières résiduelles et de matières secondaires. Et maintenant, le déchet d'alors est devenu le déchet ultime. Donc, c'est une définition évolutive. C'est de plus en plus possible de valoriser une grande partie de ces anciens déchets. Et justement, ce verbe que vous utilisez, valoriser, à quel moment on parle de valorisation d'une matière résiduelle? Alors, le point de départ, dans un monde idéal, on essaie d'extraire la valeur par le citoyen. Donc, dans la résidence, ça serait un point de départ idéal. Mais dans la pratique, chaque pays, chaque région a ses propres réalités. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, une possibilité, ça serait de faire une combinaison, je dirais. Ça serait, par exemple, dans une décharge. Alors là, la décharge, on pourra en parler tantôt, mais il y a différentes façons où on peut contrôler ce qui se passe dans une décharge et il y a des façons d'optimiser l'extraction de valeur de ces matières résiduelles. Alors, c'est aussi une question de santé publique. Tout à fait. Alors, quand on parle de décharge non contrôlée, c'est une façon de faire d'une autre époque. Selon mon humble avis, selon l'avis de tous ceux qui opèrent des centres comme ça, en Amérique du Nord notamment. Quand on parle de non contrôlé, ça veut dire que nous ne contrôlons pas ce qui entre dans la décharge. Ça peut être des matières inertes,
pas de problème. Mais ça peut être aussi des matières qui peuvent être des déchets biomédicaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est très, très problématique. On ne contrôle pas l'entrée et on ne contrôle pas non plus ce qu'il advient des déchets. Et ça, on pollue l'atmosphère, on pollue les sols et on pollue l'eau. Il y a un risque de pollution de l'eau qui est très important. Et dans ce cas-là, le tri est une étape essentielle pour le contrôle de la décharge. Oui, alors le tri, mais aussi, il faut regarder les choses. Au départ, l'urgence, d'une perspective extérieure comme ça, c'est de s'organiser pour qu'une décharge contrôlée puisse être mise en place. Et pour ça, il faut donc que par exemple, les eaux, ce qu'on appelle le lixivia, les déchets qui sont biodégradables, la matière organique, les 2/3 des déchets en Côte d'Ivoire, puissent être récupérés, cette eau-là, ces déchets liquides, puissent être récupérés correctement dans des couches imperméables. Ça empêche la pollution de l'eau. Il faut que les gaz puissent être traités aussi, parce qu'il y a beaucoup de gaz qui se dégagent, et ça puisse être traité, capté. Ça, c'est une obligation dans certains, en tout cas au Québec, c'est une obligation. Hier, on parlait de recyclage. Aujourd'hui, on parle de valorisation. Est-ce qu'il y a nuance? Est-ce qu'il y a amélioration? Les termes changent? Oui. Alors, valorisation, c'est un terme, je dirais, générique. Vous avez l'élimination d'une part qui peut être l'enfouissement. Ou l'incinération. Ou l'incinération. Ça, c'est l'élimination, le E. Mais il y a aussi tout ce qui s'appelle valorisation peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation de matières comme le compostage ou la biométhanisation. Ce sont des formes de valorisation pour la matière organique. Donc, ça se découpe en plusieurs aspects, plusieurs étapes. D'accord. Et puis, on n'opterait pas, pourquoi on n'opterait pas simplement pour l'enfouissement ou l'incinération? Est-ce que ce ne serait pas plus simple? Est-ce que ce ne serait pas moins cher? Oui. Alors, la simplicité dans ce cas-ci n'est peut-être pas la meilleure solution. Et quand on parle de coût, il faut considérer qu'il y a plusieurs composantes au coût. Il y a le coût économique, bien sûr, mais il y a d'autres coûts extrêmement importants, des coûts sociaux, des coûts environnementaux, des coûts sur la santé. Et quand on considère l'ensemble de ces coûts, il est clair que de passer d'une situation de décharge non contrôlée vers contrôlée, ça, c'est un point de départ. C'est une question de santé publique. En tout cas, au Canada, c'est obligatoire. Les décharges non contrôlées sont devenues carrément interdites. Alors, on parle de création d'emplois, de milliers d'emplois même. Comment? Tout à fait. Alors là, autant ce que l'on constate, c'est que le domaine de l'élimination, de l'enfouissement, tout ça, c'est en général, ce sont de grosses entreprises qui gèrent ces décharges. Dans le domaine de la valorisation, ce sont surtout des PME, de petites entreprises qui donc développent de la richesse. Ces entreprises-là, des PME principalement, elles sont spécialisées dans une matière ou une autre. Ça peut être le verre, ça peut être les plastiques, ça peut être la matière organique pour en faire du compostage, par exemple. Donc, il y a une spécialisation et il y a une capacité de générer beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois chez ces PME. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire pour prendre part à un séminaire de haut niveau sur la gestion des matières résiduelles, des changements climatiques, gaz à effet de serre et autres. Lors de ce séminaire, il sera mis en avant l'expérience canadienne. Comment elle fonctionne concrètement, l'expérience canadienne? Bien, l'expérience canadienne, c'est que moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine-là, pour le gouvernement, le ministère de l'Environnement, ainsi que pour des différentes PME dans le domaine du recyclage. Donc, l'expérience québécoise, je vous dirais, il y a une trentaine d'années, ça ressemblait à ce qui se passe ici. Donc, il y a eu un développement récent et une évolution rapide dans cette prise de conscience à l'égard de la valorisation. Et ça a commencé par des accidents, des choses comme ça, aussi simples qu'un feu de pneus. Les pneus, c'est à peine 1% des déchets. Un feu de pneus qui s'est répercuté sur 100 km, ça a comme cristallisé un peu l'imaginaire. Et suite à ça, il y a des nouvelles politiques qui se sont mises en place au Québec. Et vous pensez qu'elle est applicable ici, sur nos tropiques, sans problème? Tout à fait, parce que la beauté, entre guillemets, parce que je suis chimiste de formation, la chimie est la même partout dans le monde. Alors, récupérer, recycler du plastique dans un endroit géographique, on peut appliquer. Il y a une coloration, certainement. Il y a une personnalité particulière propre à chaque région, mais au départ, les procédés sont fondamentalement les mêmes. Dites-nous, concrètement, pour nos téléspectateurs, vous parlez de valorisation. Une peau de banane, par exemple, comment elle peut être valorisée?
Alors, la peau de banane, ça appartient à une catégorie de matière qu'on appelle la matière organique, qui est biodégradable. Et donc, on parle de compostage à ce moment-là. Exactement. Donc, une peau de banane pourrait être compostée. Et il y a des techniques donc, pour transformer cette peau de banane avec des fruits, légumes, avec des résidus végétaux, des résidus alimentaires, en engrais, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Vous avez aussi une autre méthode qui s'appelle la biométhanisation en forme du gaz. Et à partir de la peau de banane, toujours, mais dans des conditions un peu différentes. Avec beaucoup d'oxygène. Dans le cas du compost, beaucoup d'oxygène. Dans le cas de la biométhanisation, pas trop d'oxygène. Et on peut générer des biocarburants. Donc, à partir de ce gaz-là, il serait possible de l'utiliser pour faire fonctionner des véhicules, notamment. Donc, Donc, ça, c'est la matière organique. Mais il y a d'autres matières. Les plastiques, il y a énormément d'applications maintenant. Oui. Je vous dirais que un des défis qui est mondial actuellement, ce sont le défi des plastiques mixtes, les défis qui s'accumulent dans l'eau, dans les océans, et on crée même des continents de plastique. Alors, il y a de nouvelles technologies qui pourraient être implantées en Côte d'Ivoire pour mettre en valeur les plastiques mixtes. Parce qu'il y a des plastiques spéciaux comme le polyéthylène, c'est bien connu. Il y a d'autres plastiques qui sont bien connus, mais quand ils sont tous mélangés, c'est plus difficile, c'est un plus grand défi. C'est plus difficile. Et alors, comment ça peut fonctionner? Comment ça peut fonctionner une décharge contrôlée, vraiment contrôlée? Alors, d'abord, une décharge contrôlée, c'est une décharge qui, d'abord, comme l'expression le suggère, qui contrôle la matière qui entre, donc qui exclut certains types de matières. Et il y a, donc même dans les appels d'offres, parce que nous, c'est quelque chose qu'on a observé, un suivi par les municipalités, par les collectivités sur ce qui entre et des clauses de pénalité s'il y a des problèmes qui se présentent. Donc, c'est à l'entrée, il y a une intervention qui est faite, mais le plus important à la décharge contrôlée, c'est de limiter la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Et toutes les odeurs, l'obligation de capter les gaz, parce qu'inévitablement, la matière qui se transforme, la matière organique qui est biodégradable, ça se transforme en gaz, ça se transforme en liquide. Et il faut capter ces liquides parce qu'ils peuvent contaminer, ils peuvent affecter la santé, la qualité de l'eau. C'est quelque chose qui est c'est une histoire de santé publique, finalement. Est-ce qu'ici, on devrait parler de sensibilisation des populations, peut-être déjà séparation des ordures à l'origine dans nos ménages, avant que ces déchets qu'ils ne soient conduits à la décharge? Oui, je crois que ça serait important, tôt ou tard, et le plus tôt possible sûrement, d'envoyer un signal que c'est une priorité majeure d'acheminer les matières résiduelles vers un projet de décharge qui va véritablement se concrétiser. Et par la suite, il y a un effet motivant. Et par la suite, on pourra justement parler de communication, de sensibilisation. Je crois qu'il y a des choses à faire qui sont relativement simples à faire pour simplifier, pour encourager, pour promouvoir une saine gestion des déchets. Et pour terminer rapidement, donnez-nous, qu'est-ce que vous avez comme solution? Y a-t-il une solution que vous envisagez, par exemple, pour la décharge d'Aquedo, qui est pratiquement dépassée, hein? C'était prévu pour 25 ou 30 ans, la période d'exploitation, mais aujourd'hui, c'est totalement dépassé. Vous avez vu dans l'élément comment la décharge se présente. Oui, c'est clair que c'est un cas, si vous me permettez de le dire, qui semble un peu désespéré, dans le sens qu'on ne peut pas corriger cette situation-là. Elle peut être corrigée le plus vite possible, mais en créant quelque chose d'autre, une autre instance, un autre lieu. Une autre décharge. Une autre décharge, et en permettant peut-être de récupérer. Alors, ça ici, peut-être une possibilité avec la décharge actuelle, d'installer un centre de tri, ou même les gens qui s'occupent, qui des traits de récupération informelle pourraient être utilisés pour travailler, ont une expertise. La récupération informelle, c'est un secteur d'expertise. Je sais qu'il y a peut-être que ça n'a pas la cote complètement, mais c'est c'est un secteur extrêmement important aussi, qu'il ne faut pas sous-estimer. Merci, Monsieur Lafortune, François Lafortune, que nous recevions donc dans le cadre du magazine du dimanche. Il est expert en environnement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.